Bienvenue à votre nouvel épisode du balado La mise à jour, épisode 2.21. Vous l'aurez constaté, François n'est pas là cette semaine. Monsieur a décidé de partir au Mexique bien au chaud. Donc, c'est moi qui vais être à la barre de l'émission cette semaine. Plusieurs beaux sujets pour vous aujourd'hui. Netflix, on va commencer avec Netflix et au niveau du partage de comptes, comment ça va fonctionner essentiellement. Je vous parle d'une friteuse à air qui peut littéralement faire un repas en 15 minutes et également un produit qui intéressera certainement les golfeurs qui rongent leurs freins pendant l'hiver. Mais avant toute chose, remercions notre commanditaire Best Buy. Le Super Bowl, ça s'en vient, c'est en fin de semaine. Kansas City contre Philadelphie. Si vous voulez vous doter d'un excellent téléviseur pour regarder le tout, Best Buy, forcément, ils ont un large éventail de choix et également accompagner ça avec une barre de son parce que, bon, malheureusement, ces téléviseurs-là, c'est très mince. Les haut-parleurs là-dessus, c'est pas vargeux. Donc, on veut avoir un bon système de son, se munir d'une barre de son. Ça demeure optimal. Et si vous êtes vous n'êtes pas nécessairement confortable à configurer le tout, essentiellement, vous pouvez confier le tout au Geek Squad qui va venir installer ça chez vous. Et on remercie également le Club Boomerang. La Saint-Valentin, ça s'en vient. On a des suggestions pour vous, pour avoir après ça des remises en argent, que ce soit sur des produits coquins, que ce soit pour des fleurs ou que ce soit pour des massages. Bref, on a une panoplie de choix pour vous sur le Club Boomerang. Alright, let's go. On commence ça. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. On vous en a parlé dans des épisodes précédents. Netflix, c'est vraiment le nerf de la guerre en 2023, veulent mettre fin au partage des comptes. Donc, si jamais vous-même, vous profitez des accès au compte Netflix d'un de vos amis ou d'un de vos membres de votre famille, sachez que ça va prendre fin incessamment. Et là, ça a été toute une histoire cette semaine au niveau de la relation publique-Netflix, là, où que ça n'a pas été vargeux cette semaine. Bon, dans un premier temps, à partir du 1er février, il y a des gens qui se sont rendus compte essentiellement sur la page d'information de Netflix qu'on y faisait mention justement que le partage de comptes, ça allait être destiné seulement aux personnes qui sont à un même domicile, donc la même maison, dans le même foyer essentiellement, et que les personnes qui ne seraient pas dans le même foyer devraient payer pour leur propre compte. Là, après ça, Netflix s'est rétracté 3-4 jours plus tard en disant « Ouais, non, cette page-là ne devait pas être accessible partout dans le monde, ça devait juste être au Chili, au Costa Rica, dans des pays où justement cette fameuse fonctionnalité-là de partage de comptes payants est active en ce moment. C'était pas nécessairement destiné sur les pages canadiennes ou américaines. Et là, quelques jours plus tard, on continue à voir cette fameuse mention-là sur le site de Netflix. Seulement à la page de tarification, vous allez voir dans le bas une rubrique justement qui fait mention du partage de comptes et que les personnes qui ne font pas partie d'un foyer devront payer s'ils veulent continuer à être sur le dit compte du propriétaire. Et donc, de ce qu'on semble comprendre de comment ça va fonctionner, c'est qu'on va devoir établir c'est quoi notre domicile, c'est où notre lieu principal où on consulte Netflix. Donc, par exemple, chez moi, j'identifie que c'est chez moi. Et les personnes qui seront sur le même réseau Wi-Fi vont pouvoir utiliser mon compte Netflix. Donc, par exemple, j'ai un compte, j'ai un profil pour moi, un profil pour ma blonde, un profil pour ma fille. Tout le monde sous le même foyer vont pouvoir utiliser le compte Netflix. Si on part à l'étranger, si on part en voyage, ça va être possible encore, mais on va devoir valider que c'est bel et bien nous qui consultons Netflix. Et donc, à partir de ce moment-là, donc tous ceux qui profitent encore une fois d'un accès à distance d'une personne, ça va prendre fin. On va littéralement vous couper. On va vous dire qu'il faut que vous vous abonniez essentiellement. Après, à quel moment ça va rentrer en compte? Bon, si Netflix met à jour justement leurs fameuses informations sur le site Internet, c'est que ça s'en vient incessamment. Il y a des rumeurs qui parlent du 21 février 2023. Il y en a d'autres qui parlent de fin mars. Moi, on peut certainement s'attendre à ce qu'à la fin mars, là, ce soit effectif. Donc, si jamais, encore une fois, vous profitez de votre compte Netflix, profitez-en pour vraiment faire du binge-watching et regarder l'ensemble de ce qui vous restait sur votre liste, si jamais ça ne vous tente pas nécessairement de payer pour Netflix. Parlant justement de services de streaming pas payant, donc gratuit. Il y a un autre service gratuit, on vous en a parlé il y a quelques semaines, de Pluto TV, qui est un service essentiellement de Paramount, qui met accessible un ensemble de contenus gratuitement à raison de regarder des publicités.
comme à la télévision, eh bien, il existe un autre service du genre, mais cette fois-ci du côté de Fox. Et le service s'appelle Tubi, T-U-B-I. Peut-être que vous l'avez vu sur votre téléviseur intelligent, des fois c'est proposé comme application et c'est donc un service de streaming gratuit et surtout légal parce qu'encore une fois, bon, c'est le catalogue de Fox cette fois-ci qu'on y retrouve. Donc on a plus de 45 000 titres, que ce soit des films ou des séries. Bon, forcément, c'est sûr que ce n'est pas les trucs les plus récents, mais on retrouve quand même des films qui sont sortis il y a à peu près 5 ans. Donc c'est pas si vieux que ça. Le catalogue est très, très large. C'est sûr que le contenu en français, malheureusement, c'est pas encore ultra sophistiqué. On en retrouve un petit peu, mais ça reste majoritairement en anglais. Si vous êtes bilingue, ça ne sera pas nécessairement un problème. Si vous voulez apprendre l'anglais, ça ne sera pas également un problème. Et donc, c'est un service qui est accessible sur l'ensemble de vos appareils, que vous ayez un appareil Apple, donc un iPhone, un iPad, ou un téléphone, une tablette Android, téléviseur intelligent, console de jeu. Bref, l'application, elle est disponible partout. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de se créer de compte. Donc, on ne donne aucune information personnelle. Oui, c'est possible de s'en créer un, mais ça sert essentiellement à se créer des listes de visionnement. Et oui, ça se peut que vous ayez un petit peu plus de publicité ciblée par rapport au type de contenu que vous regardez si vous vous créez un compte. Mais autrement, vous allez simplement au bout, je pense que c'est 6 à 5 minutes de publicité à l'heure. Puis c'est comme à la télévision, hein. De temps en temps, ça va couper. On se tape 2-3 pubs, on s'en va aux toilettes en attendant, on revient, puis on continue notre contenu. Mais ça reste entièrement gratuit et surtout légal. Et ça, c'est important de le rappeler, hein, parce que bon, il y a bien des gens justement sur notre Facebook qui proposaient d'autres types de sites en disant « Ah, c'est bien beau ça, mais il y a des affaires bien plus récentes qu'on peut trouver sur tel site ou sur tel site ou sur tel site. » Le problème, c'est que ces plateformes-là, c'est pas légal. Il y avait quelqu'un justement qui nous disait « Ah oui, j'ai pu voir Avatar 2 justement sur tel site. » C'est parce qu'Avatar 2 est encore au cinéma, là, c'est clairement illégal ton affaire. Et ça nous conscientise encore une fois de savoir que sur ces sites-là, d'une part, c'est illégal, mais souvent, ces sites de divertissement-là, de streaming illégaux sur le web vont regorger de virus et de logiciels malveillants. Et il y a NordVPN, compagnie de VPN, qui propose une fonction à travers son VPN qui s'appelle la protection anti-menace, qui est une espèce d'antivirus. C'est pas la meilleure solution antivirus, parce que ça ne va pas nécessairement retirer un virus qui s'installe sur notre appareil, mais c'est une barrière supplémentaire, dans la mesure où ils sont capables d'identifier les plus grosses menaces. Et eux, à travers justement toutes les personnes qui utilisent cette fameuse fonctionnalité-là, ont recensé quels sont les types de sites qui contiennent le plus justement de menaces, de virus, logiciels malveillants, cheval de Troie ou quoi que ce soit. Et les sites de divertissement, donc les sites de streaming, 10% du temps se sont avérés à résider des virus et des logiciels malveillants, d'où l'importance, encore une fois, de se tourner vers des solutions légales pour éviter tout risque de ce genre. Et sinon, la catégorie qui recense le plus de virus, sans surprise, c'est les contenus pornographiques avec plus de 20%. Avec la Saint-Valentin qui s'en vient, encore une fois, soyez sur vos gardes si vous jamais voulez pimenter votre soirée. Assurez-vous de ne pas tomber sur n'importe quoi. Si vous voulez voir justement l'étude complète de NordVPN, on vous a mis un lien dans la description du balado. Vous allez retrouver également tous les liens de toutes les chroniques, de tous les sujets dont je vais parler dans ce balado. On continue au niveau de la cybersécurité, cette fois-ci du côté de ChatGPT. Bon, on entend beaucoup parler de ce fameux robot conversationnel, hein? C'est une intelligence artificielle avec laquelle on peut littéralement tenir une conversation, peut nous aider à rédiger un texte, peut faire du programmage, du codage, peut faire des œuvres, bref, c'est une intelligence qui commence à chambouler bien des milieux de travail. Il y a bien des personnes qui sont curieuses d'essayer le dit ChatGPT. Et les pirates informatiques ont saisi la belle affaire. Ils ont donc créé des fausses applications à l'effigie ou au nom, quelque chose des faux semblants de ChatGPT pour autant les appareils Apple, donc un iPad, un iPhone, que sur les appareils Android. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la compagnie derrière ChatGPT, OpenAI, n'a pas conçu d'application mobile pour ChatGPT. Donc, toutes ces applications que vous pouvez retrouver sur l'Apple Store ou sur le Play Store, elles sont toutes fausses. Il n'y a aucune application mobile, au moment où je tourne le balado, officielle pour ChatGPT. Et il y a donc des chercheurs informatiques qui nous ont essentiellement mis en alerte à savoir qu'il y a des dizaines d'applications justement à l'effigie de ChatGPT qui vont chercher à se donner une tonne d'autorisation dans nos appareils pour consulter notre localisation, consulter notre liste de contacts, essayer d'extirper des données personnelles. Et il y en a même qui vont chercher à nous souscrire à des abonnements mensuels et ça peut frôler des montants complètement ahurissants. J'ai vu du 750 $ par mois. Bref,
tenez-vous loin de ces fameuses applications mobiles à l'effigie de ChatGPT. Il n'en existe aucune d'officielle de ce fameux robot conversationnel. Si jamais vous voulez essayer ChatGPT, vous devez vous rendre sur le site officiel d'OpenAI pour utiliser l'outil à travers un navigateur web. Et également, cette semaine, ça a été intégré tranquillement, pas vite, au moteur de recherche de Microsoft. J'ai nommé Bing. Donc, c'est en phase bêta. Ça s'en vient tranquillement à travers ce dit moteur de recherche-là. Ça va être également intégré au navigateur Edge, mais ce sont les seuls moyens au moment où je tourne le balado pour pouvoir essayer ChatGPT. Donc, évitez les dites applications à l'effigie de ChatGPT. Enfin, dernier sujet au niveau de la cybersécurité. Il y a bien des gens, des fois, qui nous demandent sur notre Facebook, à savoir, sur un Chromebook, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un antivirus? Et on a donc épluché la question cette semaine sur françoischaron.com. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, d'une part, les Chromebooks, c'est super populaire parce que ça coûte pas cher, ça intéresse bien des gens, je pense notamment à des étudiants ou quand on veut faire simplement des tâches de base. Rédiger un texte, par exemple, justement sur une espèce de Word avec Google Doc, ou si on veut simplement consulter le web, consulter nos courriels, regarder du Netflix ou du Tubi. Bref, pour cette utilisation-là, c'est intéressant de payer justement un ordinateur à 300, 500 $ plutôt que de se payer la grosse affaire avec un PC ou avec un Mac au-dessus de 1000 $. Seulement, il y a des menaces également sur les Chromebooks, d'où l'importance, en fait, c'est l'importance, oui, et c'est judicieux de se protéger sur un Chromebook, quand bien même que Google, justement, font beaucoup de publicité comme quoi il n'existe pas de virus sur Chromebook, ce qui n'est pas vrai. Il faut d'abord comprendre les mesures de sécurité que met en place les Google essentiellement sur ces Chromebooks, et il y en a 5. La première, c'est que, bon, forcément, on propose des mises à jour automatiques du système d'exploitation, dans le cas échéant Chrome OS. Toujours important, peu importe le type d'appareil que vous avez, que ce soit un iPad, un iPhone, Android, PC, Mac, quoi que ce soit, faites toujours vos mises à jour. On ne le répétera jamais ici même au balado, la mise à jour. C'est important de le faire justement parce que ça permet de colmater les failles de sécurité. Donc ça, c'est une première mesure que Google propose sur ses Chromebooks. Ensuite, ils ont une fonctionnalité qui s'appelle le bac à sable où essentiellement, on crée des silos pour chacune des applications, chacun des onglets sur le web qu'on ouvre pour essayer de ne pas infecter l'appareil en tant que tel ou infecter d'autres applications. Seulement, Google admet eux-mêmes dans l'autre fonctionnalité de sécurité que c'est possible qu'il y ait un logiciel malveillant qui réussit à s'extirper de ce fameux bac à sable. On y explique littéralement dans la description de l'autre fonctionnalité qui s'appelle le démarrage validé. Essentiellement, le démarrage validé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarre mon ordinateur, lui va chercher à savoir y a-t-il une application qui est en train de corrompre le système? Si oui, je vais la supprimer. Et encore là, dans leur explication, ils disent que ça va généralement la supprimer. C'est pas à tout coup. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas un virus qui va, d'une part, ça être sorti du bac à sable et qui, de deuxième part, ne va pas avoir réussi à se faufiler et à ne pas être détecté par le démarrage validé. Ensuite, la quatrième fonctionnalité de sécurité, c'est bon, le cryptage de notre historique, de nos cookies de navigation, de sorte que si quelqu'un prendrait contrôle à distance de notre appareil ou contrôle physique, ne pourrait pas consulter toutes ces données-là. Et enfin, la cinquième option, qui est l'option nucléaire sur l'ensemble des produits, que ce soit des Chromebooks, quoi que ce soit, c'est de restaurer avec les paramètres d'usine son appareil. Donc, on wipe complètement, on efface complètement tout le contenu et on le crée comme neuf. L'avantage avec un Chromebook, c'est généralement, on va tout sauvegarder dans le nuage. Donc, on ne perd pas nécessairement de fichiers. Par contre, ça reste que c'est un peu encombrant. C'est un peu un pain in the ass en bon anglais, de tout reconfigurer le tout. Seulement, il existe malgré toutes ces mesures de sécurité-là de Google, il existe malgré tout 3 types de menaces. La première, les extensions malveillantes sur le navigateur Chrome. On peut ajouter des petits raccourcis de fonctionnalités, d'applications à travers son navigateur Chrome via le Chrome Web Store. Malheureusement, il y en a des malveillantes là-dedans qui vont chercher justement à nous voler des données personnelles, à chercher de voler nos accès selon les différents comptes auxquels on se connecte via Chrome. Ensuite, il y a des applications malveillantes sur le Play Store. Combien de fois? Je pense qu'à chaque semaine sur françoischaron.com, il n'y a pas une semaine qu'on passe pas à vous mentionner qu'il existe une dizaine, voire une centaine d'applications qui sont malveillantes sur le Play Store. Et ça s'avère également disponible sur des fameux Chromebooks. Et ça repose la question à savoir si déjà il y a des applications qui sont capables de se faufiler dans le filet de sécurité de Google du Play Store. Après ça, le fameux démarrage validé, quand il cherche à savoir s'il y a une application qui corrompt le système, est-ce qu'il va vraiment être en mesure de le détecter si déjà le Play Store n'est pas infaillible? Poser la question, des fois, peut-être pas nécessairement y répondre, j'ai pas la réponse claire, mais c'est sûr qu'il y a des doutes qui vont subsister malgré tout.
Et la troisième menace qu'il va y avoir sur un Chromebook, et ça c'est pour n'importe quel type d'appareil, et que quand même que Google propose plein de solutions de protection, il n'y a rien qui peut faire contre le fameux hameçonnage, les fameux sites avec des liens qui vont essayer de nous extirper nos données, faire à croire qu'on est dans un formulaire pour faire un achat de quelque chose, puis dans le fond on donne notre carte de crédit à des fraudeurs ou quoi que ce soit, à des courriels qu'on reçoit comme ça, des messages qu'on reçoit comme ça. Ça malheureusement, le Chromebook n'y peut rien. C'est pourquoi justement se munir d'une solution de protection, ça va nous permettre de détecter, de bloquer ce genre de menaces-là. Et ce qui est intéressant sur les Chromebooks, c'est que les solutions de protection, c'est essentiellement les mêmes solutions que sur un appareil Android, donc sur un téléphone ou une tablette, et donc ça coûte beaucoup moins cher que sur des ordinateurs. On en retrouve à littéralement 15-20$ par année. Ça reste ça reste judicieux, encore une fois, de se doter de ce genre de solution de protection-là pour éviter qu'il puisse y arriver quoi que ce soit à notre ordinateur Chromebook. Donc voilà, c'était le segment cybersécurité. Et là, cette fois-ci, on va aller dans des produits vraiment lifestyle, des petits produits qu'on a vus notamment au CES ou qu'on a nous-mêmes testés ces dernières semaines. Je commence pour les amateurs de golf, golfeurs. Et là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont vraiment golfeurs qui vont m'écouter, qui vont être comme c'est quoi? Et il y a les conjointes de golfeuses qui vont se dire ah non, pas une autre affaire de golf. Et donc, si vous êtes un golfeur, une golfeuse, vous rongez votre frein en ce moment parce qu'il fait frais dehors, vous ne voulez pas nécessairement aller dans un centre intérieur, bien, vous pouvez vous pratiquer à la maison avec votre propre simulateur directement dans votre téléviseur. C'est un produit qui s'appelle le PHI Golf, qui essentiellement va beaucoup ressembler à ce qu'on retrouvait sur la Wii, la fameuse console de Nintendo quand on joue au bowling ou on joue au golf notamment. Donc, on a un bâton, littéralement un bâton de golf avec une espèce de balle qui est accolée à même l'embout du dit bâton. Et on a un capteur. Le capteur, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Essentiellement, c'est d'avoir une rétroactivité sur notre élan, la force que l'on a fait, notre posture. De sorte que si, par exemple, moi qui n'ai pas nécessairement un golfeur, j'ai peut-être pas nécessairement envie d'aller me gêner à prendre des cours justement sur un terrain de golf puis à crier fort à tout et partout parce que malheureusement j'ai pas un bon élan, j'ai pas une bonne technique, bien ça va justement m'aider à perfectionner le tout. À l'inverse, si on est un golfeur d'expérience, qu'on veut quand même faire ce qu'on appelle un peu du fine-tuning, donc on veut avoir des conseils, ou surtout, on ne veut pas perdre l'élan pendant l'hiver, on ne veut pas arriver rouillé au printemps, bien, c'est une belle solution. On retrouve deux types de bâtons. Ça va varier entre 300 et 400$. La différence, c'est que le bâton à 400$, on peut le sortir à l'extérieur. Donc, si vous avez un setup d'outdooring chez vous, il n'y a pas de disponibilité sur un terrain de golf, vous pouvez vous pratiquer littéralement à l'extérieur, à la maison. Autrement, le premier bâton, c'est vraiment fait pour l'intérieur. Et là, on comprend. C'est comme une espèce de jeu vidéo qu'on a sur la télévision. Et donc, on va pouvoir choisir à passer son type de bâton à travers le jeu, que ce soit mon bois, mon wedge, mon fer, mon putting, selon où ma balle est placée. Et donc, de pouvoir se pratiquer essentiellement à la maison. Puis comme je disais, je ne suis pas nécessairement un golfeur, mais je regardais le prix justement des centres intérieurs, puis 35, 45$ de l'heure. 300$ pour le bâton Fil Golf, ça se rentabilise très rapidement si on est quelqu'un qui fréquente souvent ce type d'établissement. Sinon, pour les amateurs de friteurs à air, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est un apôtre de ces fameux appareils-là, qui essaie de nous convertir à cette religion de cuisson. Je dois vous avouer que j'étais quelqu'un qui était très sceptique à la base. Je regardais ça, je me disais... J'ai-tu envie de m'encombrer d'une autre machine juste pour faire des petites patates de temps en temps? Mais je me suis tourné vers une solution. J'en ai trouvé une, forcément, une friteuse à air. Oui, je me suis converti. Mais par contre, la friteuse à air que j'ai optée, elle offre bien plus que la fameuse friture à air. Ça s'appelle le Speedy de la compagnie Ninja. Là, tous ceux qui ont écouté Taxi 2, vous comprenez pourquoi je le mentionne comme ça. Je suis incapable de dire le mot Ninja sans le dire exactement comme dans le film Taxi 2. Bref, on revient à nos moutons. La dite friteuse à air nous permet, oui, de faire forcément de la friture à air, mais également de la friture à la vapeur. On retrouve plus que à peu près 10 choix de types de cuisson, que ce soit de la cuisson lente, de la cuisson sous vide, la cuisson à la vapeur qui nous permet littéralement de concocter des repas complets en 15 minutes. Et là, il y a bien des gens sur notre Facebook qui regardaient, parce que le titre, c'est littéralement ça, c'est préparer un repas en 15 minutes avec cette friture à air. Puis là, sur Facebook, des gens qui se prenaient même pas la peine de lire le texte, puis ils se disaient, c'est impossible de faire un repas complet avec une friteuse à air.
Oui, c'est possible, je l'ai fait. J'ai littéralement fait un plat de pâtes Alfredo au poulet. Littéralement, dans le petit récipient, je place mes pâtes secs. Hein, ma boîte de pâtes, la mets là-dedans, une tasse de bouillon de poulet, je mets mon pot de sauce Alfredo, coupe mes brocolis là-dedans. Sur la plaque supérieure, je mets 4 poitrines de poulet et en 15 minutes, le tout était prêt. Chaud, super savoureux, vraiment juteux. Bref, une super belle alternative. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'espèce de 2 en 1, justement, de pouvoir choisir si je veux du air fryer ou de la cuisson à la vapeur. Moi qui ai un jeune enfant, je veux cuisiner des légumes qui vont garder tous les nutriments. Je ne veux pas faire ça, je veux pas les faire bouillir parce que généralement, on va perdre les 10 nutriments. Donc, de pouvoir faire ça à la vapeur, je trouve ça vraiment génial. C'est un produit qui, bon, il y a bien des gens qui disent « Ah, c'est dispendieux », d'autres qui disaient que c'était pas si pire. Moi, je suis dans la catégorie de ceux qui pensent que c'est pas si pire que ça. On parle d'environ 300 $. Je trouve que pour l'étendue de toutes les fonctionnalités, les types de cuisson que l'on retrouve dans l'appareil, je trouve que pour 300 $, c'est particulièrement intéressant. Ensuite, attendez, brosse à dents, on en a parlé, hein, je pense que la semaine dernière, de la brosse à dents intelligente, donc je vais sauter ce dit sujet-là. Sinon, si vous êtes un amateur de musique, peut-être que vous avez envie de remonter dans le temps, eh bien, il y a une application qui a été lancée cette semaine qui fait grand bruit, ça s'appelle Rewind, hein, donc pour revenir en arrière, et qui va essentiellement nous permettre de naviguer à travers les années. C'est comme si, je suis pas mal sûr que des Spotify et des Apple Music de ce monde risquent de voler cette fonctionnalité-là, mais essentiellement, j'ai envie de savoir, c'était quoi les hits de 1994 en hip-hop ou en heavy metal, ou en quoi que ce soit, eh bien, je peux voir essentiellement quels étaient donc ces fameux titres qui faisaient sensation dans cette année-là. L'étendue va de 1960 à 2010, donc vraiment, on peut faire un recul dans le temps, savoir c'était quoi déjà le numéro 1 en 84 de Madonna ou quoi que ce soit. Donc, on peut reculer dans le temps, on peut écouter un extrait de la dite chanson. Des fois, peut-être qu'on a un peu oublié c'était quoi le sujet, on se pose exactement c'était quoi déjà, fait que là, on peut aller littéralement écouter un petit extrait de 30 secondes. Autrement, c'est sûr que ça nous demande littéralement d'aller dans notre application musicale, que ce soit Spotify ou bien Apple Music, parce que bon, cette application-là, elle est sinon intégrée avec Tidal, pas une application qui est super populaire ici, si on veut vraiment consulter les dites chansons que l'on regarde à travers Rewind, mais autrement, ça nous demande d'aller sur Spotify ou sur Apple Music, mais encore une fois, ça peut être particulièrement intéressant si vous avez envie de remonter dans le temps, justement, puis de faire peut-être une idée, même pour des jeunes, à savoir, hey, écoute, regarde qu'est-ce que j'écoutais, moi, en 1994, c'était ça, les hits ou quoi que ce soit. Ça peut être particulièrement amusant au niveau de cette application-là. J'ai été très vite, c'est ce qui arrive quand je suis tout seul, mais le balado n'est pas fini. Demandez n'importe quoi. C'est donc un balado un petit peu plus express. C'est sûr que sans François, on n'a pas de conversation à travers toutes ces nouvelles-là. Mais comme je le disais, le balado n'est pas terminé. Forcément, comme à chaque semaine, on a 2 questions. Une question plus sérieuse et une question plus ludique. On commence par la question plus sérieuse qui nous vient de Louise Boutin. Bonjour, je voudrais envoyer plusieurs photos qui sont dans ma tablette Samsung avec mon courriel Gmail. Je sais pas trop comment faire. Si je clique sur envoyer un fichier, je peux envoyer juste une photo à la fois. Je suis pas capable d'en envoyer plusieurs. Qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr qu'envoyer des photos par courriel, il y a quand même une limite au niveau du poids des 10 fichiers. On peut en envoyer une, on peut en envoyer 2, mais c'est sûr qu'on ne peut pas commencer à envoyer un album complet de photos à travers Gmail. Des solutions que vous pouvez opter, ça serait d'utiliser des services en nuage, par exemple comme Google Photos, et après ça, sélectionner les personnes à qui vous voulez partager ces dites photos-là. C'est une option. Une autre, c'est de se tourner vers des services qui nous permettent d'envoyer des plus gros fichiers par courriel. Je pense notamment à WeTransfer, qui est un service gratuit qui nous permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 2 gigaoctets. Donc, on peut envoyer une vidéo. Nous-mêmes, des fois, ici à françoischaron.com, on utilise WeTransfer. Quand on est à la maison, dans le télétravail, j'ai une vidéo que je veux envoyer à notre monteur vidéo. On utilise des fois de temps en temps WeTransfer. Donc, ça, c'est une option que vous pourriez envisager. C'est disponible sur l'entièreté des types de produits, que ce soit Apple, Android ou même sur un ordinateur. Vous faites simplement glisser vos fichiers, vous inscrivez c'est quoi votre adresse courriel, vous inscrivez c'est quoi l'adresse courriel du destinataire. Vous allez recevoir un courriel de confirmation pour bien s'assurer que c'est vous qui cherchez à utiliser le dit service. On va avoir essentiellement un code, vous le rentrez et votre courriel part. Et comme je vous disais, ça peut aller jusqu'à 2 gigaoctets. Et la question plus ludique nous vient de Julien Blesse. Bonjour Vincent. C'est quoi que tu as tatoué sur le bras exactement? Il y a peut-être des gens justement qui nous regardent depuis les tout débuts de la mise à jour et qui se demandent, surtout cette frange-là, le FLQ, il y a bien des gens des fois qui me regardent un peu croche dans le métro. Je vous rassure, je ne suis pas un felkiste.
Essentiellement, c'est un tatou auquel j'ai pensé quand j'étais à l'université. J'ai fait un baccalauréat en communication politique. Et il y a une théorie politique auquel je crois beaucoup, qui est celle du quatrième pouvoir. Sans faire un cours de sciences politiques, on retrouve essentiellement 3 types de pouvoirs qui régissent l'État. On a l'exécutif, le premier ministre, les ministres. On a le législatif, donc les députés. Et on a le judiciaire, donc la Cour suprême, et donc essentiellement le système judiciaire qui vont régir essentiellement la façon que fonctionne l'État. Et il y a une théorie politique qui veut que les médias également sont un quatrième pouvoir, et ça, j'y crois vraiment fermement, dans la mesure où, oui, d'une part, les politiciens vont chercher à utiliser les médias pour contrôler le message qu'ils cherchent à partager à la population, et à l'inverse, les médias peuvent contrôler l'agenda politique selon les préoccupations des gens, et un des meilleurs exemples, c'est pour moi la COVID avec Donald Trump. Donald Trump, lui, son message qu'il essaie de passer dans les médias, c'était « Ah, il n'y a pas de COVID, c'est pas grave » ou quoi que ce soit, mais la préoccupation des gens, c'était « Oui, moi, il y a des gens qui meurent à mon hôpital, c'est super important », et donc les médias qui repartageaient quand même et qui essaient de changer justement la politique de Donald Trump. Et donc, c'est ce que j'ai voulu illustrer dans mon tatouage. Et donc, dans le haut, on a donc cette espèce de politicien qui essaie justement de contrôler les masses. Et là, ne partez pas en peur, là, je ne suis pas du type Big Brother ou quoi que ce soit, je ne suis pas conspirationniste, mais on le voit, de temps en temps, les politiciens essaient pas de manigancer, mais de contrôler le message qu'ils cherchent à partager. Et en bas, dans le bas, j'ai cette espèce de crieur, comme dans les années 20, dans les années 30, les jeunes enfants qui criaient dans les médias pour vendre les journaux essentiellement. La une du jour aujourd'hui, c'est nanana. Et donc, j'ai voulu prendre cette image-là et j'ai apposé vraiment des manchettes d'événements marquants de sciences politiques, que ce soit la libération de Nelson Mandela, que ce soit la place Tiananmen en Chine, la chute du mur de Berlin. Et au niveau du FLQ, que j'ai parlé essentiellement, c'est la une essentiellement pour la crise d'octobre, qui demeure un événement majeur au Québec. C'est peut-être le seul regret que j'ai au niveau de ce tatouage-là. C'est sûr qu'il y a bien, comme je vous dis, il y a bien des gens des fois dans le métro qui me regardent, puis je le vois dans leur regard qui sont comme, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Encore une fois, je ne suis pas felkiste. Donc voilà, c'est ce qui explique essentiellement mon tatouage. Et c'est ce qui conclut notre balado cette semaine. François sera de retour la semaine prochaine, ce qui va étirer un petit peu le temps. Bref, ça a fait un petit balado express pour vous cette semaine pour vraiment avoir le condensé des dernières nouvelles technologiques. Et pour cet épisode, on remercie encore une fois nos commanditaires Best Buy. Encore une fois, si vous cherchez un téléviseur, une barre de son, c'est vraiment le moment de se tourner vers Best Buy. Et si vous cherchez une petite solution de cadeau rapide pour la Saint-Valentin et vous voulez avoir une remise en argent, bien consultez le club Boomerang sur le site boomerang.club. Autrement, si vous avez aimé ce balado, que vous avez aimé les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller placer des pouces en l'air sur YouTube, des cœurs sur Spotify ou quoi que ce soit. Placez vos commentaires, posez-nous vos questions. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de François. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.